Entre Joe Biden et Xi Jinping, c'est « je t'aime, moi non plus ». Depuis plusieurs mois, les relations entre les présidents américains et chinois font le yo-yo. Tension, apaisement, refroidissement, réchauffement. Décryptage avec le spécialiste des relations internationales et spécialiste de la Chine, Emmanuel Véron. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Xi Jinping et Joe Biden ont profité du sommet de l'APEC il y a quelques jours, sommet économique des pays de l'Asie-Pacifique, pour réchauffer la relation entre la Chine et les États-Unis. On dit que ce rapprochement a été scellé. En quoi ça s'est réchauffé ? Alors c'est l'importance des mots, à savoir que le mot réchauffement peut-être est pas complètement adapté à la situation et la rencontre depuis un an au moins entre Xi Jinping et Biden, rappelons-le, sur le territoire américain, ce qui est une première où les deux se rencontrent sur l'un des deux territoires, ça c'est très important. Alors réchauffement peut-être pas jusque-là, pourquoi ? Parce qu'on a vu tout au long de cette séquence, des quelques jours où ils se sont rencontrés en marge de ce sommet économique Asie-Pacifique, et bien que les principaux sujets, Taïwan qui est extrêmement compliqué, extrêmement tendu, où la relation de rivalité systémique demeure. Les sujets techno-commerciaux n'ont pas beaucoup évolué, même si Xi Jinping a pu rencontrer des grands capitaines d'industrie, du numérique, du digital américain notamment. Et puis les sujets militaires et les sujets enfin qui portaient sur des sujets plus globaux, internationaux, dont l'Ukraine probablement, on y reviendra, mais aussi africains, proche-orientaux, etc. Donc réchauffement pas complètement, en revanche symboliquement assez important, puisque les deux ne s'étaient pas rencontrés depuis longtemps sur le territoire américain et ont pu afficher la possibilité de ce qu'on a appelé il y a une dizaine d'années le G2, à savoir ce que Xi Jinping rappelait dans son discours, une forme de cogestion du monde, des affaires mondiales, entre les deux grandes puissances. Où hier, Xi Jinping disait « Regardez, le Pacifique est assez grand pour que nous cohabitions, nous, puissance chinoise, vous, puissance américaine. » Aujourd'hui, cet espace s'est élargi au monde, puisque Xi Jinping a rappelé que c'était le monde qui pouvait être quelque part co-géré par la puissance américaine et la puissance chinoise, qui est derrière les intentions cachées chinoises de dominer à terme l'ensemble du système international. Donc réchauffement, non, dites-vous, par contre, reprise du dialogue. En tout cas, reprise du dialogue. Symboliquement, effectivement, les choses sont là, mais dans une certaine limite. Il y a eu ce rétablissement de la ligne militaire entre états-majors chinois, entre états-majors américains, notamment pour essayer d'éviter au maximum des logiques de dérapage ou d'escalade dans l'environnement proche de la Chine, notamment autour de Taïwan, notamment en mer de Chine de l'Est ou mer de Chine du Sud. Donc ça, c'est quelque chose qui vient nourrir ici une forme de symbolique dans cette rencontre en marge du sommet de l'APEC à San Francisco. À San Francisco. Alors vous l'avez dit, hein, les sujets de divergence demeurent plus que jamais. En revanche, on a le sentiment, je parlais dans le sommaire de ce grand angle de yo-yo, on a le sentiment qu'ils ont intérêt à cela. Vous avez d'ailleurs parlé d'un G2. Ça veut dire que Washington et Pékin se disent, même si on est rivaux, on a besoin l'un de l'autre. Absolument, parce que l'autre grand terme qui permet de qualifier et de comprendre l'actualité de la relation sino-américaine, c'est l'interdépendance. Trump a essayé de défaire, de réduire cette interdépendance, notamment à travers des logiques de guerre commerciale sur des taxes, des paquets de taxes de produits chinois contre des exportations ou des savoir-faire américains. Et on voit sur des logiques de gadgets, si je puis dire, en tout cas de semi-conducteurs, du soja très très important dans l'agriculture du Midwest états-unien, etc. Donc c'est le sujet de l'interdépendance. Et il demeure ce sujet de l'interdépendance malgré Trump et les continuations de ces logiques-là avec l'administration Biden. Quelques chiffres à rappeler. Jamais le commerce bilatéral sino-américain n'a été aussi important en 2022. On verra les chiffres globaux pour l'année 2023, autour de 700-800 milliards de dollars, ce qui est un record. Ce qui montre bien qu'on a des économies qui sont assez interdépendantes, malgré des rivalités stratégiques, diplomatiques sur des valeurs mêmes qui sont extrêmement fortes, qui n'ont jamais été aussi fortes depuis le rétablissement des relations avec Nixon au début des années 70. Est-ce que l'attitude de Xi Jinping vis-à-vis de Joe Biden est aussi dictée par un possible retour au pouvoir à la Maison-Blanche de Donald Trump ? L'élection aura lieu le 8 novembre 2024, c'est dans un peu moins d'un an. Est-ce qu'il a ça dans un coin de sa tête ? C'est fondamentalement l'un des grands sujets. C'est-à-dire que quand on regarde ces sujets internationaux, relations Chine-États-Unis, qui finalement participent à structurer l'ordre ou le désordre mondial, chaque grand sujet est en attente, en observation de l'agenda américain et précisément de l'exercice électoral de 2024 aux États-Unis qui verra porter soit Biden de nouveau, soit un nouveau président ou un ancien président. S'il y a Donald Trump qui revient. Une forme d'imprévisibilité, une forme d'essayer d'avancer un certain nombre de sujets internationaux en sa faveur contre des intérêts américains, ou alors précisément en fonction de l'imprévisibilité possible de la nouvelle administration américaine, essayer d'être beaucoup plus prudent sur certains sujets, notamment commerciaux, sur des sujets militaires, sur des sujets diplomatiques. Sujet militaire, guerre en Ukraine, guerre Israël-Hamas, troisième front possible ou pas à Taïwan, ou est-ce qu'aucun des deux pays n'a l'intérêt ? Asie de l'Est, c'est évidemment l'un des nouveau théâtre potentiel de l'escalade qui viendrait compléter
une forme de sursaturation de l'appareil diplomatico-militaire américain, et précisément là, en Asie de l'Est, en tout cas en Asie orientale, sur Taïwan ou autour de Taïwan. Alors, il y a une image qui a fait le tour du monde sur les télévisions, dans les journaux, la photo, le visage serré sur Anthony Blinken. Ça se passe, vous l'avez dit, à San Francisco. Le secrétaire d'État n'est pas parvenu à dissimuler sa gêne, voire son désespoir, quand le président américain, à l'issue de sa rencontre avec Xi Jinping, a usé d'un langage fort peu diplomatique au sujet de Xi Jinping. On écoute, on regarde. Après cette rencontre, qualifieriez-vous encore le président Xi de dictateur ? Oui, il l'est. Je veux dire, c'est un dictateur, dans le sens où voilà un homme qui dirige un pays communiste qui repose sur une forme de gouvernement totalement différente de la nôtre. Décryptez-nous cette séquence, on a tout simplement envie de vous dire. Les deux hommes se connaissent très bien. Les deux hommes se connaissent très bien. On regarde la longévité politique de Biden. Un demi-siècle, voire un peu plus d'un demi-siècle de politique aux États-Unis, de politique internationale, et quelque part aussi d'une forme de longévité de la politique Xi Jinping au sein du parti et au sein de l'administration chinoise hier. Les deux hommes se connaissent puisqu'ils se sont rencontrés plusieurs fois en Chine, plusieurs fois aux États-Unis, plusieurs fois dans des sommets internationaux. Et là, clairement, Biden revient au script initial de la défense de la démocratie libérale face à une ligne de fracture évidente aujourd'hui dans le système international. Une gaffe, ce n'est pas une gaffe. Ça pourrait être interprété comme une gaffe. Parce que le chef de la diplomatie, visiblement, n'est pas d'accord. Donc, est-ce qu'il n'a pas lu, c'est notre diplomate? Absolument, il y a eu un certain nombre de précédents sur une forme d'errance, ou en tout cas d'hésitation de Biden. Là, non, il justifie. Absolument, qui ont pu être d'ailleurs corrigés par la Maison-Blanche, par différents communiqués a posteriori. Là, Biden est tout à fait dans son rôle, si je puis dire. Ouais. C'est le président des États-Unis. Puissance importante, démocratie libérale, et quelque part, fer de lance de la défense de la démocratie libérale. Et il revient au script, si je puis dire, initial, en tenant ces types de propos. Mais on revient au yo-yo. Il y a quasiment 5 mois, il le qualifie de dictateur. Là, il se voit, et à la conférence de presse, il réutilise le terme. Ce qui montre bien l'intensité de la rivalité qu'il y a entre les deux puissances, entre les deux États, entre les deux modèles. C'est pour dire profondément, nous sommes séparés par cela. Absolument, c'est plus quelque part que par les sujets militaires, les sujets commerciaux, les sujets économiques. Il y a une grande ligne de fracture dans le système international aujourd'hui. C'est un affrontement qui ne dit pas son nom entre les démocraties libérales et les autocraties. Mais Xi Jinping, ça ne le froisse pas d'être qualifié de dictateur? Il est parfaitement au courant de ce qui allait se passer dans la séquence. Il connaît, et c'est pour ça que je le rappelais, pertinemment Biden et le camp démocrate et l'administration de la Maison-Blanche depuis l'arrivée au pouvoir de Biden. Et donc, il n'est absolument pas surpris du sujet. C'est simplement en termes protocolaires, peut-être que dans l'équipe chinoise, certains seraient un peu surpris, d'où la réaction probable de Blinken. Voilà donc pour cette séquence. On va maintenant parler du sommet des BRICS qui s'est ouvert aujourd'hui, donc enfin sommet virtuel en tous les cas, en présence d'ailleurs de Vladimir Poutine. On a écouté tout à l'heure les propos très durs vis-à-vis d'Israël du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Xi Jinping joue une carte plus équilibrée. Il appelle à une conférence internationale pour la paix au Proche-Orient. On l'entend de plus en plus, le président chinois, sur cette situation à Gaza. Oui, sur, si vous voulez, l'élargissement des intérêts, des priorités de diplomatie de la Chine au Moyen-Orient et bien évidemment d'ailleurs, sommet extraordinaire dédié à cette situation, j'ai oublié de le dire. Absolument, puisqu'hier, à Pékin, était reçue une délégation sur demande et sollicitation de Xi Jinping et de son appareil diplomatique de pays du monde arabo-musulman, Ligue islamique, on trouvait ici Arabie Saoudite, Égypte, Jordanie, représentation de Palestine, etc. Et donc, on voit qu'ici, il y a le double effet. Premier effet, que la Chine souhaite peser sur des sujets de diplomatie et de politique internationale au Moyen-Orient, ici précisément sur le sujet de la guerre, Israël, bande de Gaza, Hamas et les différentes logiques stratégiques liées au Proche-Orient. Et le deuxième sujet, c'est pour précisément envoyer un signal de manière plus globale où, à travers ce type de dossier, la Chine se positionne pour concurrencer son rival américain qui, par le passé, était le gendarme, la puissance par excellence au Moyen-Orient, chose qui est en train de se déliter, de se défaire. Mais est-ce qu'il y a vraiment un match entre les deux grandes puissances? Les États-Unis ont envoyé un navire de guerre, notamment, après les attaques du Hamas le 7 octobre. Ils ne jouent pas tout à fait dans la même catégorie et ce n'est pas tout à fait les mêmes modalités de la puissance. La puissance américaine militaire reste la première, mobilisation de groupes aéronavals, dont l'un des plus gros porte-avions, le Ford, entouré de différents bateaux qu'il protège et qui évoluent avec le porte-avions. La Chine n'a pas encore véritablement de porte-avions et encore moins opérationnel à ce niveau-là. En revanche, le fait que la Chine se positionne diplomatiquement sur ces sujets-là,
convoque et convie des délégations de pays du monde arabo-musulman et essaye d'avoir un siège conforté dans la table des négociations potentielles sur différents sujets économiques, politiques au Moyen-Orient. Et que, quand on regarde sur les 20 dernières années, les partenaires commerciaux de l'ensemble des pays de la zone du Moyen-Orient, la Chine a grappillé des places. Et elle a joué un rôle aussi dans le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite. C'est son implication accélérée, notamment depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, où Iran et Arabie saoudite négociaient derrière le rideau pour essayer de réchauffer leurs relations, en tout cas améliorer leurs relations, quelque part les renormaliser. Ils cherchaient une puissance du Conseil de sécurité pour jouer l'intermédiaire, et a priori pas une puissance occidentale. Ils se tournent vers la Russie, mais ils sont quelque part, non pas déçus, mais en tout cas désavoués par la posture de Poutine et de la Russie, et donc c'est pas tout à fait crédible. Pourquoi la posture ? Parce que c'est quelque part la logique de chercher de la diplomatie de la paix, alors que Poutine s'exerce à la guerre, si je puis dire, à l'usage de la force. Et donc ils se sont tournés presque naturellement l'alternative en direction de Pékin pour trouver cet intermédiaire pour, si je puis dire, organiser diplomatiquement le protocole de renormalisation des relations. Et effectivement, on a l'image, mois de mars dernier, le lendemain de la confirmation que Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, donc nouveau mandat, si je puis dire, eh bien on a l'image de la main tendue iranienne vers le saoudien à Pékin pour annoncer une forme de renormalisation des relations. C'est effectivement quelque part un coup de tonnerre dans les relations internationales, mais qui marque bien l'implication croissante de la Chine dans les affaires au Moyen-Orient. Alors, il y a bien entendu la pandémie de Covid-19. On aimerait avoir avec vous ce soir, Emmanuel Véron, des nouvelles de la Chine, notamment de son économie chinoise. On a parlé aussi d'une bulle immobilière. Quelle est aujourd'hui la situation en Chine? L'économie ne va pas bien, malgré le fait que ce soit une économie qui soit très très diversifiée, qui a accumulé un certain nombre de réserves. On est sur un niveau de chômage des jeunes entre 18 et 30 ans, c'est-à-dire fraîchement diplômés et puis non fraîchement diplômés, si je puis dire, qui atteint des records peut-être 25, 30, peut-être au-dessus de cette part de population. Donc c'est absolument gigantesque et c'est un facteur de déstabilisation qui est très fort. Et puis il y a les crises structurelles qui s'ajoutent aux crises conjoncturelles. Quelles sont-elles? Des crises de l'immobilier, parce qu'on a un endettement très fort, on a des pratiques de corruption dans la durée qui ont permis de faire ce qu'est la Chine, c'est-à-dire un géant urbain, industriel, et finalement fait de béton et d'infrastructures. Tous ces secteurs-là aujourd'hui est en crise absolument en profondeur, et donc qui posent la question dans la durée de la stabilité et de l'assainissement des finances chinoises. Donc, et en plus de ça, on a des logiques de vieillissement qui sont régulièrement rappelées, à juste titre, où on a une démographie qui s'épaissit vers le haut de la pyramide démographique et donc qui conduit à avoir un pays moins dynamique, moins, si je puis dire, jeune par définition. Et donc, toutes ces conditions socio-démographiques liées à un ralentissement de l'économie chinoise, mais globale, avec le Covid et après Covid, montre qu'on a de grandes difficultés dans plein de régions, dans plein de secteurs industriels en Chine, et finalement, les Chinois, le Parti communiste chinois, a un petit peu moins de moyens pour essayer de relancer la machine, et notamment de relancer des secteurs industriels. Alors, il nous reste une petite minute. L'entrée à venir de nouveaux pays dans les BRICS, notamment Iran, Argentine, c'est bien cela? 6 pays, oui. 6 pays, citons-en 2. Qu'est-ce que ça va changer? Éthiopie, Égypte. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va renforcer l'Inde ou la Chine? Probablement que l'un des facteurs qui pèse dans l'organisation des BRICS, qui est une sorte d'organisation internationale assez récente dans le système international, montre le poids de la Chine. BRICS, Brésil, Chine, Inde, Russie, Afrique du Sud. Là-dedans, l'ensemble des acteurs ont des points de convergence, mais aussi beaucoup des points de divergence, notamment entre la Chine et l'Inde. Et précisément dans cette organisation internationale, la Chine, comme dans d'autres d'ailleurs, essaye de jouer de tout son poids et d'essayer de tirer la couverture à elle pour inclure et élargir cette organisation internationale à des pays qui lui sont favorables, sinon très favorables. Iran, rapprochement sino-iranien très très fort depuis quelques années, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, acteurs très importants au Moyen-Orient, en Afrique, Éthiopie, Égypte, 2 pays phares clés dans les relations sino-africaines, et pour parfaire la cartographie en Amérique latine, l'Argentine qui, rappelons-le, a connu un rapprochement très très fort économique et financier sur la base d'une fragilisation accrue de l'Argentine ces dernières années. Rappelons simplement qu'en février 2022, les Argentins ont signé avec les Chinois un Memorandum of Understanding dans le cadre des routes de la soie. On verra si l'élection récente de Milei en Argentine
retournera la situation ou pas. On suivra cela. 1er janvier 2024 pour l'entrée de ces nouveaux pays, c'est bien cela. Merci à vous Emmanuel Merci. Véron pour votre éclairage ce soir sur TV5 Monde.